Juliette Briens, 30 ans, est devenue une des influenceuses de droite les plus intraitables du PAF. Et Moundir en a fait les frais. Faut dégonfler son melon, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça. Initialement connue pour ses mèmes sur Instagram, elle est aujourd'hui éditorialiste à la télé et à la radio. Sur BFM, comme sur Touche pas à mon poste, la journaliste de l'incorrect ne se laisse démonter par absolument personne. Et les antifas s'en rappellent encore. Venant d'un groupe de racailles, littéralement. De racailles, pardon, je ne me permettrai pas de m'insulter, s'il vous plaît. Sur les sujets chauds, l'immigration, l'insécurité, il y a ceux qui sont de langue de bois et il y a Juliette Briens. Aujourd'hui, pour VA+, elle raconte son histoire. Salut Juliette. Salut Antoine. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être ici. Alors notre public se souvient de toi parce que tu es déjà placé sur VA+. Et la première fois que tu étais venue, c'était en juillet 2021. Et à l'époque, tu étais une Instagrammeuse puisque tu t'es fait connaître grâce... Le public s'en souvient peut-être pas, mais tu t'es fait connaître grâce à des mèmes humoristiques de droite. 2 ans plus tard, est-ce que tu te considères toujours comme une influenceuse? Non, mais alors déjà c'est pas moi qui me suis accolé ce c'est pas moi qui me suis accolé ce titre, c'est il me semble vous les premiers. C'est nous. C'est vous les premiers. À l'époque c'était compréhensible, c'est vrai que j'ai commencé en période de chômage et de ne pas savoir ce que je voulais faire de ma vie parce que j'avais perdu mon travail à cause du Covid à l'époque et j'ai eu un petit moment de doute et c'est vrai que je me suis perdue pendant 1 ou 2 mois à pas savoir quoi faire et j'ai passé un peu de temps sur les réseaux sociaux et je me suis mis évidemment à faire des mèmes humoristiques politiques de droite et je l'avais fait à visage découvert et quand j'avais créé mon Instagram, ça avait très vite décollé. Déjà parce que je le faisais à visage découvert, parce qu'on était en plein dans la pré-campagne, donc Ouais. les gens s'intéressaient de plus en plus à la politique, et aussi parce que j'étais une fille, et qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles de droite qui s'assumaient, et donc ça m'a plutôt aidée. Et avant ça, parce que tu en as parlé un petit peu, avant de te faire repérer, c'était quoi si c'est pas indiscret, ton parcours professionnel? Alors moi, j'ai eu pas mal de vies. Je dis toujours que j'en suis à ma 3e vie et on verra ce que sera la 4e. Déjà, j'ai eu un parcours scolaire assez atypique où j'ai passé ma première à l'étranger et ma terminale aussi. J'ai eu mon bac à Madrid. J'étais fille au père parce que tout simplement j'avais envie d'apprendre des langues, etc. Et ensuite, j'ai directement, comme j'ai eu mon bac très jeune, j'avais 16, mais j'avais même pas encore 17 ans quand j'ai eu mon bac. Et donc, je me suis dit, bon, études générales, on va faire du droit. Donc, j'étais en fac de droit à l'université de Savoie parce que je viens de Chambéry. Je suis savoyarde. Et donc, j'ai fait 2 ans de droit sans grande conviction, sans non plus. J'étais bonne élève, mais moyenne, mais voilà, pas vraiment de conviction. Et en fait, mon premier amour dans la vie, en fait, ça a été la restauration. Parce que j'ai travaillé pendant 2 mois dans un restaurant Des petits jobs d'été à ouais. Chamonix, job d'été, dans une brasserie, etc. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est con, mais ça a été une révélation. Enfin, je me suis sentie tellement bien, tellement à l'aise avec les gens, j'avais tellement envie de faire plaisir. Et puis Le relationnel, le social, ouais. ouais, puis je parlais plusieurs langues, et j'étais totalement à l'aise et je dis, bah, je veux faire ça. Et donc, j'ai dû annoncer à mon père T'as arrêté le droit. que j'allais pas faire avocate, c'est que en gros je voulais être serveuse, quoi. C'est un peu comme ça qu'il le voyait, quoi, à l'époque. Et en fait, très très vite, j'ai été acceptée à l'école Ferrandi à Paris, qui est une très bonne école. Et puis je me suis tout de suite spécialisée dans le luxe parce que c'est ça mon rêve, c'était vraiment de travailler dans les grands palaces, etc. J'adorais en fait c'est cet art de vivre à la française et toutes les règles qui étaient accolées et toutes les choses qui aujourd'hui sont détestées par l'ensemble des gauchistes, hein, tu vois la galanterie, bon. Et puis donc j'ai travaillé d'abord au Plaza Athénée, ce qui était merveilleux. J'étais au Relais Plaza, qui est la brasserie de luxe du Plaza Athénée. J'ai côtoyé des gens incroyables déjà là-bas, et puis moi c'était vraiment c'était une vocation, quoi. Et donc là, on est en quelle année, par exemple? On doit être en 2016. Comme je sais que t'as toujours été politisée, peut-être militante, je sais pas. En fait, on va venir à ce qui Ouais. fait partie de l'épisode déterminant, parce que j'ai vu une de tes interviews où tu disais que pendant le Covid, il y a Black Lives Matter. Ouais, Et juste que après. c'est Totalement. juin 2020. Ouais. Et que c'est l'épisode qui déclenche un peu comment dire, ton engagement militant, pas encore médiatique, parce que donc tu te lances dans les mêmes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un groupe d'amis qui étaient comme ma famille, que j'avais rencontré à l'ESSEC. C'est des gens avec qui j'étais censée être amie pour la vie, et parce qu'on était très proches, et ils le sont toujours aujourd'hui. Et effectivement, tous ces gens-là qui étaient de l'ESSEC, c'était des centristes, je dirais. Alors, surtout pas très politisés, mais centristes de tous les jours. C'est pour te donner un exemple, en fait, moi, j'étais la seule qui était, oui, au fond de moi et de mon cœur, politisée de droite, et je l'avais toujours été.
Et il m'acceptait telle que j'étais tant que j'en parlais le moins possible. Donc, je me suis censurée toute notre amitié là-dessus. Sauf qu'en fait, si vous voulez, si tu veux, pardon, je me mets à tout voyer d'un coup là. Si tu veux, dès que je parlais, moi, d'un sujet d'actualité, ah, tu parles trop de politique, etc. Tu parles trop de politique. Et Ouais. pour eux, en fait, eux ne parlaient jamais de politique. Ce qui, évidemment, n'était pas du tout le cas. Mais ils s'en rendaient pas compte. C'est-à-dire que, par exemple, les mecs, s'ils te parlaient de Gay Pride ou de GPA, pour eux, c'était pas de la politique. Hmm. Tu vois, par exemple, la GPA, pour eux, c'est pas un truc politique. D'accord. C'est l'air du temps. C'est pas de la politique politicienne Voilà, pour non, qui mais tu pour votes, eux, quoi. c'est l'air du temps. Donc, Ok. tu vois, par exemple, j'avais parmi eux, il y avait des homosexuels dans mon groupe. Et donc, on parlait de la Gay Pride, etc. Et ils me disaient, ah, la Gay Pride, comment dire, les sections non racisées, etc. Mais pour eux, je te promets, c'était vraiment, voilà, c'est l'air du temps, on est tous On antiracistes, progresse, etc. Mais ils ouais. n'étaient pas forcément politisés de gauche. D'ailleurs, je pense qu'ils votaient vraiment pas à gauche. Ils votaient plutôt Macron, Centre droit, etc. ouais. Mais l'air du temps, quoi. Tous LGBT, tu vois, le progressisme, tout rentrait dans le même package, etc. Et donc, en fait, quand moi je parlais, comme j'avais le seul en fait avis différent, et bien, il y a que moi qui parlais de politique pour eux, mais en fait, eux parlaient de politique à longueur de temps. C'est pour eux que c'était pas politique, quoi. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'était frustrant. Mais voilà, j'acceptais, j'avais envie que ça se passe bien avec eux, et ça se passait très bien d'ailleurs. Et c'est vrai que Black Lives Matter, ça a juste été dur en fait de me taire, quoi. Et petit à petit, j'avais juste de plus en plus de mal à pas en parler, en fait. Parce que et je me sentais isolée, en fait. C'est con, mais j'étais la seule à penser ce que je pensais, et donc je me sentais isolée dans mon opinion. Et je me retrouvais du coup à faire des 1 vs 10 pas très agréables quand on sortait au bar de temps en temps et que j'avais le malheur d'aborder le sujet. Franchement, ça se passait pas très bien. Mais en fait, ouais, le feu brûlait de plus en plus en moi, et puis je voyais en fait que tout se détériorait à une vitesse. C'est-à-dire que depuis 2010, il y a quand même il y a eu une accélération, puis après il y a eu 2016, je trouve qu'il y a eu encore une autre accélération. Accélération dans quel sens? Bah, du De délitement, mais ouais. global, quoi. Ok. Du wokisme d'abord, il y a eu MeToo, il y a eu une accélération aussi de la crise migratoire. On a vu que, j'ai l'impression qu'en fait, près-2010, on vivait encore à peu près dans un monde normal. Ouais. Je qualifie ça vraiment de normal. Pour moi, être de droite aujourd'hui, c'est vouloir revenir à un sentiment de normalité. Donc, une femme est une femme. C'est intéressant parce que c'était une question que je voulais te poser. Par exemple, toi, tu as 30 ans. Ouais. Tu es régulièrement sur les plateaux, etc. Et tu parles avec confiance et force sur beaucoup de plateaux de grandes chaînes de télé. Je veux dire, on n'est pas sur des chaînes de seconde zone, etc. De l'immigration, de l'insécurité, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a 10 ans, c'était possible? Alors, c'était possible si on acceptait derrière de se faire mettre Voilà, c'est à ça. l'amende totale. Peut-être Oui, qu'on s'exposait encore plus il y a 10 non, ans. mais bien sûr. Donc, dans ce sens-là, je veux dire, On a il y a- fait il y a un chemin qui a été parcouru. On a fait la une du dernier numéro De l'Incorrect. décembre de Qui l'Incorrect. s'affiche. Voilà, où on parle des prophètes devenus parias. Et c'est ça, en fait, c'est Renaud Camus et Richard Millet. Et Richard Millet, qui était respecté à l'époque en tant qu'écrivain, et qui fait un plateau chez Tadei, qui explique qu'il se sent mal parfois dans certains quartiers parce qu'il trouve qu'il est le seul blanc. Et derrière, Richard Millet, c'était fini. L'affaire Richard Millet a eu lieu, et Richard Millet s'est retrouvé totalement exclu, reclus de la société, quoi. Plus personne ne voulait de lui, etc. Ça a été un tremblement de terre pour lui. Aujourd'hui, ce serait plus le cas. Aujourd'hui, on commence même à nous courir un peu après. On a vu que CNews, sous l'influence de Bolloré, a explosé. Aujourd'hui, ils sont en train de concurrencer BFM, même gravement. Même c'est que ça recommence à être compliqué pour BFM. Et la vraie concurrence est en train de se mettre en place. Il y a de plus en plus d'initiatives, en plus à droite, de médias alternatifs. Évidemment, on a vu, il y a l'Incorrect, il y a Livre Noir, il y a VA. On a de plus en plus de place médiatiquement, et surtout la fenêtre d'Overton a explosé, et ce qu'on pouvait pas dire il y a encore 5-6 ans. Et il y a plusieurs personnes, ou il y a plusieurs événements qui ont fait que cette fenêtre s'est ouverte. Zemmour a beaucoup aidé. Mais par exemple, dans les récents événements, pour moi, les émeutes et Israël ont fait bouger les lignes. C'est-à-dire que pour moi, on a gagné 10 ans de combat en quelques mois. Ouais. En quelques mois. Et notamment Israël. Parce que le 7 octobre, ça a été pour beaucoup de juifs français, qui dans les médias, il y en avait beaucoup à gauche quand même.
je pense à plein de gens, mais je pense, je pense même à Monsieur Drey, qui est à la tête de BFM. Ça a été un choc, je pense, pour ces gens. Ça a été un choc ensuite de voir les manifestations pro-Palestine. Ça a été un choc de voir toute une classe médiatique et politique ne pas défendre, ne pas qualifier Ne le pas Hamas condamner, de ouais, bien sûr. terroriste, etc. Ça a été un choc pour beaucoup de gens. Et j'ai vu de mes yeux, et j'en ai même fait une chronique, je me rappelle, sur Radio Courtoisie, les amis du désastre, comme appelle Renaud Camus, il appelle ça les amis du désastre, c'est-à-dire des gens qui ont été amis du désastre toute leur vie et puis qui, au bout d'un moment, finalement se réveillent un beau jour, tu sais, mais il y en a beaucoup même sur CNews, hein, des gens comme Julien Drey, qui ont prôné le droit à la différence toute leur vie, qui ont milité aux côtés de Ségolène Royal à une époque et qui aujourd'hui, évidemment, se rendent compte de leur erreur, mais ne font pas de mea culpa. Et ça, il y a un côté j'avoue que ça m'énerve un petit peu. C'est-à-dire que nous, en fait, ça fait 30 ans qu'on dit la même chose. Ça fait 30 ans qu'on nous traite de fascistes, de racistes, de parias, etc. Et puis, il y a des gens qui, pendant 30 ans, ont milité pour tout ce qui a fait que notre pays est en train de couler, quoi, littéralement, et qui aujourd'hui se réveillent et puis font pas de mea culpa, mais prennent toute la place médiatiquement. Mais alors, sur justement, les parce médias où que on devrait donc, être nous, tu vois. pour toi qui est quand même récemment sur beaucoup d'émissions différentes, c'est-à-dire qu'il y a Radio Courtoisie, il y a plusieurs plateaux télé, etc. Mais en fait, je suis un peu, j'ai le même problème, c'est-à-dire on est un peu tout le temps la tête dans le journal et confronté aux tragédies en cours. Dans l'actu, tu veux dire. Dans l'actu, ouais, Mm. exactement. Est-ce que quand tu sors de ce monde des plateaux, que tu sors de Paris, etc., est-ce que dans le reste du pays, tu te sens minoritaire Dans mes opinions? dans tes opinions? Alors non, par exemple, moi qui viens de Savoie, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que ce qui, est un sujet à Paris ne l'est absolument pas, par exemple en province. Voilà. Là, on parle forcément du wokisme. Alors le wokisme, c'est différent. Pour moi, le wokisme, je dirais pas que c'est plus un sujet, mais c'est un sujet sur lequel je m'attarde beaucoup moins, en effet, parce que je pense que le combat contre le wokisme était perdu d'avance. Pardon. Et Le, gagner. le wokisme est perdu d'avance, le Ouais. combat contre le wokisme est gagné d'avance, parce que ça ne concerne évidemment qu'une minorité oligarchique parisiano-parisienne, qui évidemment nous pourrissent la vie, hein, et qui ont réussi à s'imposer dans les sphères centristes notamment, mais même de droite, hein. Moi je vois, par exemple sur la parité, etc., je vois que LR, etc., la parité, ça ne les dérange pas du tout, hein. Ils trouvent ça très bien, la parité. Donc, oui, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, etc. LR, tu n'en trouveras pas beaucoup qui te diront l'inverse, hein. Rachida Dati, là, qui vient de faire son discours d'entrée au ministère de la Culture, j'ai écouté son discours, j'étais atterrée, quoi. La culture pour les femmes, il faut ça pour les femmes. Elle a fait toute une partie de son discours pour les femmes. Alors qu'au départ, il me semble, j'ai vu passer un de tes tweets où tu disais que Dati à la culture, c'était plutôt on y gagnait au change. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je suis pas du tout énervée de Dati à la culture. Ça me fait beaucoup rire juste d'imaginer en fait la tronche de 6 pieds sous terre que devaient faire tous les cultureux et les théâtreux ultra subventionnés quand ils ont vu débarquer Rachida. Ça m'a fait beaucoup rire et je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup, en effet. Mais je veux dire, non, ce que je veux dire là-dessus, c'est que le wokisme, pour moi, La est France gagné s'en d'avance relèvera. parce que dans le sens où ça ne concerne qui. Enfin, moi, mes potes en Savoie, ils savent même pas ce que c'est un transsexuel. Enfin, vraiment, sincèrement. Mais c'est même pas dans leur. C'est fou qu'on en parle autant, tellement ça ne concerne pas les gens. Enfin, c'est incroyable. Donc, je pense que au bout d'un moment, les gens vont commencer à en avoir vraiment marre. Quand ça impactera vraiment leur vie, ils en auront vraiment marre. Et ce sera, genre pour moi, ce sera réglé en 2 minutes, quoi. C'est vraiment parce que on s'attaque. C'est vraiment en fait un souci de diversion, moi je pense, pour par exemple les élites centristes, etc. Un mec comme Macron qui n'est pas forcément radicalement woke, c'est faux, ce serait faux de le dire, hein. Mais ça lui permet d'avoir sur certains points une porte de sortie, parce que quand on s'occupe des trans ou des droits LGBT, on s'occupe pas du reste, et puis ça met des sujets sociétaux dans l'actualité et dans le débat qui, malgré nous, sont très médiatiques. Les jeunes adorent, tu vois, Nona, il adore parler de ça, parce que voilà, ça sort un peu du quotidien de seulement immigration, pouvoir d'achat, etc. C'est beaucoup moins fun que les trucs de woke, etc. Bon, bah, c'est voilà. Mais je pense que de toute façon, c'est pas un problème. Pour revenir sur ce qu'on disait entre le décalage entre Paris et le reste du pays, je voudrais qu'on regarde un extrait D'accord. qui date de la séquence Crépol, en gros. Parce que, alors, je sais pas si c'est moi, mais il me semble que pendant la séquence Crépol, tu as particulièrement pris la lumière. Ouais. À BFM notamment, il y a eu un article de Libé, tu as eu un portrait de Libé, Ouais, etc. Libé, Le Monde Ouais, c'est et ça. je sais plus quoi, France 5, je crois. Ouais, France Ok. 5, ouais. Donc, on regarde tout de suite un extrait. Vous savez, moi, quand j'étais au collège, déjà à l'époque, j'avais énormément
j'étais dans un collège où il y avait énormément de gens issus de l'immigration. Et à l'époque, je me rappelle, mais comme si c'était hier, ils me disaient toujours, moi je suis algérien, moi je suis marocain, moi je suis tunisien. Bon, moi j'étais souvent une gouère, mais pas tous. Je m'entendais aussi très bien avec beaucoup d'entre eux. Quelle richesse dans ce collège, c'est trop bien. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? Ils se sentent pas français. Je trouve ça vachement vous comprenez bien. ou pas? Oui, alors. D'accord. Ça vous pose un problème? Bon, voilà, non, mais vous avez... je m'arrête là-dessus. mais vous avez un problème en fait avec les gens qui ne se sentent pas français? Oui, vous savez qu'on est minoritaire dans le monde? Ah oui. Donc, si on résume, donc il y a ce journaliste de Là, on a Regard, l'archétype du parisien. exactement, Ça, qui c'est est assez sûr. indigné parce que en plus, c'est même pas un reproche, c'est un constat qu'il y a des jeunes en France, etc., qui se sentent pas français. Et en plus, il y a une démarche de il faut les intégrer, etc. C'était pas plus clivant ou caricatural que ça. Qu'est-ce que ça dit un extrait comme ça? Ah ouais, il faut savoir que Pablo Pio Vivien est contre les frontières. Voilà. Pour lui, évidemment, la préférence nationale, c'est le fascisme, mais même le concept même d'une frontière est fasciste. Parce que lui, il n'aura jamais, étant donné les conditions dans lesquelles il vit, qui sont extrêmement privilégiées, il n'aura jamais à subir, enfin pour l'instant en tout cas, les conséquences d'un monde sans frontières, et il n'aura pas et il n'a jamais connu de sa vie des gens issus de l'immigration comme ça en masse. Il n'a jamais été minoritaire dans sa propre classe, il n'a jamais été minoritaire dans son propre quartier. Je veux dire, il côtoie sûrement des gens issus de l'immigration, mais je veux dire, c'est vraiment le haut du panier, du summum parisien. Qui est pas un boomer, hein, pour le coup. Non, voilà, qui n'est pas boomer, mais je veux dire, il connaît pas les mêmes... Ce qui est peut-être encore plus problématique. Voilà, alors bon, il se rend pas compte de ce que ça veut dire d'avoir des jeunes nés en France, éduqués en France, détenteurs donc de la carte d'identité française et qui ne se sentent absolument pas français. Pour lui, ça ne pose pas de problème parce que là, c'est la créolisation et puis il est à fond pour le multiculturalisme. C'est que lui, il pense encore que c'est un modèle viable parce que lui pense le vivre dans sa vie en fait, parce que dans son quotidien il y a quelques noirs, quelques arabes, et ben il pense qu'en fait lui vit un modèle parfait de multiculturalisme et ça se passe à merveille. Mais en fait évidemment c'est totalement tronqué et biaisé par le niveau social des gens que fréquente ce charmant garçon. Donc il ne connaît pas la réalité des gens au quotidien. Et moi ce que je lui disais, c'est que moi effectivement qui ai vécu en province et qui suis allée en collège public de province, bah moi je l'ai vécu et donc je sais ce que c'est que de se retrouver dans une classe où sur 30 élèves, 22 sont issus de l'immigration musulmane. Et ça donnait des choses qui étaient déjà à l'époque, parce que c'était il y a un moment, disons que depuis ça n'a fait que s'aggraver, et qui était assez problématique, c'est-à-dire que ne pas parler arabe, tous les 2 mots étaient déjà... Un exploit. Non, mais oui, c'est un exploit. Et puis, t'étais pas à la mode si tu le faisais pas. Se ramener à l'école en jupe, t'étais déjà traité de pute assez régulièrement. J'ai connu les grands frères de cité qui t'attendent à la sortie du collège. Et puis, en plus, moi qui avais à l'époque un besoin vraiment vital de m'intégrer. C'est marrant parce que c'était à moi de m'intégrer. Voilà, c'était à moi de m'intégrer pour survivre et pour avoir des amis. En clair, c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis intégrée, mon niveau scolaire a chuté drastiquement. C'est-à-dire que j'étais une élève excellente et d'élève excellente, je suis passée à élève moyenne. Donc, je me suis volontairement désintellectualisée pour rester dans le moule en fait. Et évidemment, j'avais beaucoup d'amis, mais sincères, issus de l'immigration. Et qui, déjà à l'époque, pour certains, pas tous, mais pour certains, essayaient de m'embrigader et de m'expliquer un peu l'islam, la pudeur, les jupes, etc. Parce que moi, il faut savoir que j'ai fait partie des filles qui partaient de chez moi en jupe et dans la cage d'escalier, je mettais un pantalon. Voilà. Ouais. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Je mettais un pantalon parce que j'avais pas envie de me prendre des remarques, etc. Parce que sinon, t'as des remarques, t'en prenais un paquet. Voilà, mais c'était déjà, franchement, c'était déjà un monde compliqué et violent, mais j'ose même pas aujourd'hui imaginer ce que ça doit être devenu. Ça, c'est à Chamonix? Et non, c'était à Chambéry. Ou alors Chambéry, c'est pas pareil, c'est une grande ville, une grande ville, c'est la capitale de la Savoie, c'est pas non plus énorme, mais c'était vraiment
un petit centre-ville de province. On est entouré de montagnes et de lacs. C'est magnifique. Mes parents, en arrivant, parce qu'on venait de Tarentaise, on venait d'encore plus fin fond de la Savoie. Donc, quand ils sont arrivés à Chambéry, j'arrivais en 6e. Effectivement, là, je venais vraiment du fin fond de la Savoie. Donc là, c'était vraiment très petit comité. Et j'étais en école, dans les écoles publiques, mais un peu... Enfin bon, tout se passait très bien, quoi. En arrivant en ville, mes parents se sont dit, bon, collège public de province, Chambéry, qu'est-ce qui peut se passer de mal, quoi? Franchement, à l'époque, il y avait, voilà, il y avait pas encore les problèmes qu'on avait maintenant. Ça commençait tout doucement, mais il y avait pas, quoi. Donc ils auraient jamais pu imaginer. Mais en fait, avec le système de quartier, etc. En fait, tu avais tout le quartier qui était pas très loin de l'école, qui venait en centre-ville. C'était leur, comment on appelle ça, leur zone, quoi, et qui était avec moi au collège. Et puis et ça s'est dégradé, mon niveau scolaire, etc., et intellectuel, et ma crise ado, ça s'est dégradé à une vitesse en Suisse. Ça a été vraiment hallucinant. Et mes parents n'ont rien vu parce que je leur cachais tout, en fait. Et la seule personne que je ramenais à la maison, c'était Géraldine, fille de la gynécologue, et ils voyaient que ça. Et ils voyaient pas, en fait, tout le reste de mes amis qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient vraiment des racailles. J'étais amie avec des racailles, j'étais déléguée de classe en plus, donc je passais ma vie à les défendre en conseil de discipline. C'était les gamins, tu sais, qui passaient de collège en collège, en collège, en collège, en collège. Ils faisaient le tour de la ville, ils se faisaient virer de chaque collège, etc. Et puis c'était... voilà. Après, voilà, j'ai eu des moments très difficiles au collège. J'ai vécu de la violence. On parle beaucoup de harcèlement scolaire. Bah, moi, j'en ai vécu. Je me suis déjà fait taper devant le collège. Enfin, en fait, c'est tout ce qu'on dénonce au quotidien, sauf que maintenant, c'est encore pire. Et... Ouais. C'est ça, tu sais, on voit beaucoup de vidéos là, de petits blancs, comme on les appelle. Parce que mais en fait, c'est pas un terme qui est si dégueulasse que ça, parce que c'est vraiment ce qu'ils ressentent. Il y a des petits blancs qui vivent dans des endroits remplacés et qui vivent un enfer, en fait. Ils vivent un enfer sur Terre. Et moi, déjà, à l'époque, voilà, comme j'en voyais les prémices et que ça m'a déjà bien flingué et retourné le cerveau, et que ça a été dur après pour mes parents de m'extirper de tout ça, de cette mentalité, et de me remettre sur le droit chemin. Bah voilà, j'ose même pas aujourd'hui imaginer comment c'est dans les écoles, plus le niveau qui s'effondre en même temps, simultanément, etc. Donc voilà, enfin, juste pour dire que voilà, moi je sais d'où je viens, j'ai vécu toutes ces choses, et je parle d'expérience. Pablo, la seule expérience qu'il a eue, Tu le connais personnellement? non, pas du tout. Ouais. Je ne le connais pas. Vous avez jamais discuté hors On plateau? s'est croisés en plateau la première fois, avant qu'on fasse un premier plateau ensemble. Il était adorable et très aimable. Bon, la deuxième fois, Il a compris. il m'a beaucoup moins parlé. Mais Pablo est d'extrême gauche également, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, il est même pas centriste. Là, on est sur du vote LFI, etc. Donc voter LFI, quand on a vécu dans un milieu ultra privilégié toute sa vie dans les beaux quartiers parisiens, et qu'on n'a jamais vécu, en fait, les conséquences de son vote, bah forcément, c'est facile. Voilà, Il y a un autre grand moment de télévision qui est l'épisode Moundir, Ouais. dont je voudrais qu'on parle. Donc, pour tous ceux qui n'auraient pas suivi, Moundir est passé de Koh-Lanta à éditorialiste sur TPMP. Donc ça fait partie des grands miracles. Ouais, grands miracles que propose moi, je le connaissais pas du tout. Ah ouais, moi je bois pour Koh-Lanta, mais j'ai pas suivi sa transition, quoi. Et donc, pour le contexte, une émission en novembre dernier où Elisabeth Lévy vient pour donc la directrice de la rédaction de Causeur, pour parler de l'antisémitisme. Et donc, il y a cette séquence qu'on vous met maintenant. Nous, musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours. Nous sommes allés au front avec des prières qui, visiblement, ne dérangeaient personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. En juillet 1944, nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse, car nous sommes allés jusqu'à les accueillir et les protéger dans notre pays d'origine. Tu y vas le lendemain, je crois. Ouais. Tu y vas le lendemain parce que le plaidoyer de Moundir a défrayé la chronique, et donc c'est toi qu'on appelle pour... Je sais pas si c'est toi qui En fait, demandes la à y aller. vérité, c'est que ce qui est marrant, anecdote, ce qui est marrant sur cette séquence, et cette séquence médiatique, donc, c'est que c'est moi qui l'ai créée de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que ce jour-là, par le pur des hasards, j'étais devant TPMP. Et donc, je regardais. Et donc, j'ai vu en direct Moundir sortir sa lettre hallucinante face à une Elisabeth Lévy
complètement choqué, quoi, sidéré, qui venait en plus de se taper Les images du les Hamas. images du ouais. Hamas, etc. Donc elle était pas bien. Et j'ai trouvé ça, mais dégueulasse, quoi, en fait. Dégueulasse. Et puis en plus, un plateau qui ne vient pas à son aide. Et puis Moundir qui raconte des insanités comme ça en direct. Et puis en fait, c'est passé plutôt inaperçu. Sauf que j'ai décidé de faire un énorme tweet comme ça en disant que j'avais trouvé que le traitement d'Elisabeth Lévy avait été dégueulasse et puis qu'en plus Moundir racontait des trucs, Cette des séquence, insanités. cette lettre de Moundir, c'est la définition de l'expression plus c'est gros, plus ça passe. Oui, non mais vraiment. C'est-à-dire Et que c'est vrai que sur le plateau, il y a une sorte de sidération. des énormités historiques. Et donc, pour revenir, tu y vas le lendemain. Et donc voilà, et donc du coup le tweet a fait un énorme bruit et surtout après tout le monde commence à parler de ça et le fait que c'était dégueulasse de traiter Elisabeth Lévy de cette manière et que la lettre était totalement hallucinante. Et donc forcément du coup le lendemain c'est moi qu'ils appellent et j'ai pas trop eu le temps de préparer, figurez-vous. J'ai commencé un peu dans le taxi à mettre de l'ordre dans mes pensées et en fait au début je pensais juste lui dire qu'il avait été outrancier, qu'il avait été un peu malsain en fait dans sa façon de parler à Lévy. Et en fait non, je me suis dit mais il faut quand même que je revienne sur les trucs qu'il a dit dans sa lettre. Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord rappeler des faits historiques qui sont absolument faux, et en plus de dire à Elisabeth Lévy qui est de confession juive, Dachau juif, je ne sais pas si ça vous parle. Mais on va regarder tout de suite ta réaction. Les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français étaient chez eux tapis à collaborer. Mais vous vous prenez pour qui ? Mais vous crachez mais sur les Français, sur toute leur mémoire. La collaboration, les historiens l'estiment entre 2 à 5% en France. Jean Moulin, il n'est pas né à Rabat, d'accord ? Charles de Gaulle, pareil, c'était un Français. Donc, c'est pas les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les Français qui ont sauvé la France et les alliés. Sur cet extrait, on te sent ému. Presque. Ouais, non, mais franchement, j'étais vraiment là à la base pour défendre Elisabeth Lévy et pas pour enterrer Moundir vivant, ce qui finalement a été le cas. Mais c'est vrai que ce qui me fait mal, en fait, c'est que ce que Moundir a dit, qui était du plagiat, hein, d'ailleurs, il n'avait absolument pas écrit ça. D'ailleurs, il a eu de la chance. Il a eu de la chance que j'ai appris ça juste en sortant du plateau. Hein. Donc, si j'avais eu l'information... Je voulais finir avec ça. Si j'avais eu l'information du plagiat devant moi... Donc, l'intégralité de cette lettre est un post Facebook d'une gilet jaune, si j'ai bien compris. Alors oui, il y a 4-5 ans, et donc que Moundir a repris intégralement. Ce qui explique le fait que quand tu lui réponds, il ne dit pas un mot. Ouais. Mais j'aurais pensé qu'il s'était préparé un petit peu, quoi, à me répondre. Mais et donc non, donc ce qui est déprimant là-dedans, dans ce qui a été dit dans cette lettre qu'il n'a pas écrit, mais qu'il a ressorti comme ça. Et en fait, il l'a ressorti parce que c'est ce que pense au fond d'eux toute une partie de notre jeunesse. Et de notre jeunesse, principalement issue de l'immigration. C'est-à-dire qu'aller sur TikTok, etc., regarder un peu les commentaires, vous verrez que les gamins sont persuadés au fond d'eux, que les musulmans, que les tirailleurs, que les Africains ont sauvé la France et que sans eux, on serait encore allemands. Et qu'on n'aurait rien pu faire sans eux, et qu'on les a martyrisés, qu'on les a oubliés. La France n'a pas oublié les tirailleurs sénégalais, donc rien que ça, c'est faux. Parce qu'on en parle. Et surtout, nous, ils n'ont pas sauvé la France, qu'on était tous des collabos. Seuls les musulmans ont résisté. Voilà, que les musulmans étaient des résistants, que nous, on était des collabos. Et toutes ces choses dont la jeunesse est absolument persuadée aujourd'hui. Donc, c'est vraiment déjà se demander, en fait, de quoi sont faits les programmes scolaires. À mon avis, c'est désastreux. J'ai pas encore d'enfants, mais ça me fait peur. Et donc, Moundir, en fait, il a été élevé dans ça, quoi. Il a été élevé dans cette détestation de la France et des Français, de son histoire, du fait qu'ils sont persuadés que tout ce qu'on est, en fait, c'est des vilains colonisateurs, des esclavagistes, qu'on est les Blancs sont les seuls à avoir esclavagisé dans le monde. Ils ne sont même pas au courant de la traite arabo-musulmane. Ils sont absolument au courant de rien et ils ont cette image préconçue dans la tête. Et comme ils ne lisent pas et qu'on ne leur apprend pas la vraie histoire, et voilà, enfin, je veux dire, c'est sincère. Moundir, il l'a fait sincèrement. Il pensait vraiment que ce qu'il était en train de dire était vrai. Sincèrement, il le pensait. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Le problème, c'est qu'il s'est retrouvé sans voix. Oui, il s'est retrouvé sans voix. Franchement, je ne veux pas enfoncer le clou parce qu'il m'a limite fait de la peine. Déjà, je ne pensais pas qu'il allait se laisser faire comme ça. Alors, je ne pensais pas que Cyril Hanouna allait me laisser autant de temps de parole parce que généralement, ce n'est pas le cas. Quand on va sur TPMP, on se fait très, très vite couper la parole. Là, on m'a donné en gros 4 minutes de tunnel. Donc, je les ai utilisées. Hein. Autant le dire, je les ai utilisées.
Et donc, et puis après, sa réponse a été désastreuse, c'est-à-dire tout de suite extrême droite, etc. Ça l'a discrédité immédiatement. Et puis après, je trouve que l'émission, en fait, elle a été un peu dans la longueur après, parce qu'en fait, là, on voit un extrait, mais derrière, ça a continué et ça a été un massacre pour lui, quoi. Ça a été vraiment dur. Et puis donc, le lendemain, il y a l'histoire du plagiat qui est sortie. Ça l'a enfoncé encore plus. Donc voilà, je suis pas là pour tirer sur l'ambulance, ou me dire il a fait une grosse bêtise. Je suis sûre que la prochaine fois, il fera plus attention à ce qu'il dit et qu'il vérifiera ses sources. Et voilà, mais pas de rancune, pas de rancune. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Juliette d'être passée. Merci Vous pouvez tous vous abonner à VA+, mais vous pouvez aussi suivre Radio Courtoisie pour retrouver les chroniques de Juliette et aussi suivre bien sûr l'Incorrect, qui est un excellent mensuel. Voilà, à bientôt. À bientôt, merci.